Alors, bonjour à toutes et à tous. Hem, donc il est 14 heures. On commence la réunion. On a 1 heure et demie pour traiter de la question de comment agir en tant que technicien pour impliquer ses élus dans le PAT. Hem, je vais vous Moi je suis Paul Mazeran, responsable animation de réseau à Terres-en-Ville. Donc c'est moi qui animerai ce webinaire avec, à nos côtés, Zoé Micol, donc de Chambre d'agriculture France, qui interviendra surtout, dans la logistique. Et n'hésite pas à prendre le micro également. Donc, on abordera on aura 4 séquences différentes après une introduction, 5 séquences, pardon. Après une introduction, Alexia Michoud de PQNA présentera un guide qui a été réalisé en 2021, et d'autres actions que le réseau Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine réalise pour impliquer les élus dans les projets alimentaires territoriaux de Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, on aura un retour d'expérience par Oriane Lamy du programme TETRA sur plusieurs formations d'élus et travaux menés avec les 9 territoires du programme TETRA. Je pense que Lauriane nous présentera plus en détail le programme. On terminera les interventions par un retour d'expérience du pays Cœur d'Hérault. Donc Juliette Sermage, technicienne, et Bertrand Sonnet, élu, avant de donner la parole aux échanges. Entre-temps, n'hésitez pas à intervenir surtout dans le chat, et comme ça, on pourra vous répondre, voire vous donner la parole, voilà. Alors, un mot très rapide. Donc, vous avez tous en tête, donc FrancePat a été lancé, le portail FrancePat a été lancé en mars 2024, donc il y a moins de 6 mois. FrancePat donc a pris la suite du Réseau national des projets alimentaires territoriaux, RNPAT, qui était un projet du réseau rural 2015-2018, fait renouvelé 2018-2021-22, et qui était donc un réseau, je dirais, sous forme de projet, piloté par Terres-en-Ville avec le Chambre d'agriculture France en co-animation, en copilotage. Et le réseau a reçu un mandat en 2023 du ministère de l'Agriculture et de l'ADEME, donc pour organiser une concertation et passer à un réseau plus institutionnel, le réseau FrancePat, avec une plateforme dédiée, donc francepat.fr. Diapo suivant. Donc, notre sujet, donc voilà, le réseau national des pâtes, FrancePat, il a 3 missions qui sont précisées dans la loi Climat Résilience de 2021, qui sont suivre le déploiement des pâtes, mettre en avant les bonnes pratiques et construire des outils d'animation. Donc, on va là, ce webinaire rentre surtout dans l'axe mettre en avant les bonnes pratiques, mais également on va mettre en évidence un certain nombre d'outils qui sont déjà dans la boîte à outils de FrancePat, donc dans le dernier axe. Quelques mots sur la thématique.
Donc le portage des élus est un point qui a été soulevé depuis le lancement du RNPAD. Donc c'est au cœur de la problématique de la co-construction des projets alimentaires territoriaux depuis leur lancement. Et dès 2018, au moment de du lancement le guide de la co-construction des projets alimentaires territoriaux, la question était vraiment au cœur des repères et des points de vigilance mis en avant par le RNPAT. Je ne vais pas rentrer dans les détails, le guide est disponible, mais se pose la question avec ce nouvel objet politique qu'est l'alimentation, avec le dispositif des projets alimentaires territoriaux, avec la question notamment de la légitimité des élus, du fait de l'absence d'une compétence des collectivités. On va revenir sur l'ensemble de ces questionnements. Je vais tout de suite donner la parole à Alexia Michou, donc de PQNA. Merci beaucoup, Paul Mazeran, pour l'invitation. Donc, moi, je m'appelle Alexia Michou, je suis chargée de mission démarche alimentaire de territoire chez Pays et Quartiers Nouvelle-Aquitaine. Et je vais donc intervenir pendant à peu près 30 minutes pour vous parler du travail qui a été conduit au sein du réseau des démarches alimentaires de Nouvelle-Aquitaine pour accompagner les techniciens, techniciennes au sein des collectivités à mieux impliquer leurs élus dans le PAT. Je veux bien qu'on change de slide, s'il te plaît, Zoé. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, je voulais faire un petit détour par la présentation de Pays et Quartiers Nouvelle-Aquitaine, présentation qui me semble être utile pour la compréhension ensuite de ce qu'on a pu déployer et ce qu'on essaye de faire au quotidien. Donc, Pays et Quartiers Nouvelle-Aquitaine, on est un centre de ressources sur le développement territorial qui est copiloté et cofinancé par la région et l'État depuis 2022, donc depuis 22 ans. Et notre métier, c'est d'accompagner les acteurs du développement territorial et du développement local en région, avec deux piliers historiques que sont les aspects urbains, enfin les territoires urbains et les territoires ruraux les plus fragiles. Donc on a un pilier sur la politique de la ville et un pilier sur la politique contractuelle territoriale, donc c'est-à-dire tout ce qui a trait au contrat de développement entre la région et les territoires de projet. Et ensuite, on intervient en fonction de 5 enjeux prioritaires, donc 5 thématiques prioritaires. Les démarches alimentaires dont j'ai la responsabilité, la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, l'emploi, l'inclusion numérique et les transitions. Et pour ce faire, on poursuit 5 missions. La première, c'est d'aider à la compréhension et l'appropriation des politiques publiques. On structure également et on anime des réseaux du coup en région, des réseaux donc sur les 5 thématiques prioritaires. On repère, on essaye de qualifier, de diffuser les expériences et les pratiques de terrain en région pour les diffuser sur notre plateforme internet ou bien lors d'événements qu'on organise. On anime et on accompagne l'ingénierie des territoires de Nouvelle-Aquitaine. Et enfin, on a aussi un volet sur faire du lien entre les pratiques territoriales et la recherche pour que cela se nourrisse réciproquement. Notre public, du coup, vous l'aurez compris, est composé des acteurs de l'action publique et du développement local de manière générale. Donc l'ingénierie territoriale, les décideurs locaux, donc on y inclut les élus, mais pas que, aussi toutes les personnes en situation de responsabilité et qui ont un impact potentiel sur le territoire. Les opérateurs, donc principalement les entreprises, les associations qui ont un poids économique. Et puis les partenaires, toutes les têtes de réseau, les interprofessions, etc. En ce qui concerne l'agriculture, en tout cas. Et on est pour mener à bien toute cette mission, on est quand même une petite équipe de 9 agents au pôle animation, donc sur les thématiques, 2 agents en support communication et 2 agents en pôle administratif. Donc je vous montrerai ce détail-là parce que je pense que c'est important de comprendre aussi le contexte dans lequel on s'inscrit. Tu peux passer la slide, merci. Et pour la mission démarche alimentaire de territoire, on est mandaté particulièrement par l'État et la région.
dans le cadre de la politique publique qui est coportée par l'État et la région Nouvelle-Aquitaine, qui s'appelle le Pacte alimentaire pour une alimentation durable et locale, et qui porte l'ambition de renforcer la souveraineté et la résilience alimentaire de la Nouvelle-Aquitaine, avec une série d'actions et d'ambitions qui courent de 2021 à 2025. Et nous, on intervient du coup dans le domaine d'action stratégique numéro 2, et on est mandaté pour donc animer et structurer le réseau des acteurs des démarches alimentaires de territoire. Tu peux passer la slide. Merci. Juste pour préciser, nous, chez PQNA et en Nouvelle-Aquitaine, on utilise le terme démarche alimentaire de territoire pour qualifier toute démarche territoriale qui a trait à répondre aux enjeux de l'agriculture et de l'alimentation. Donc, on y inclut les projets alimentaires de territoire, mais pas que. Les démarches alimentaires de territoire qu'on appelle DAT, inclut aussi toute démarche qui n'est pas forcément transversale, qui n'est pas forcément labellisée, et c'est pour ça qu'on a voulu prendre cette appellation un petit peu plus englobante. Et donc, dans le cadre de cette mission d'animation, on a pu organiser en 2021 un forum agriculture, alimentation et territoire à Angoulême, dans le cadre duquel un groupe de travail a dressé un constat qui était que la cible des élus est particulièrement compliquée à mobiliser, à la fois par donc le centre de ressources PQNA, mais aussi par les techniciens, techniciennes dans les territoires. Et donc a émergé le besoin de se faire appuyer à la mobilisation des élus afin de faciliter le portage politique des projets sur les territoires et un peu sortir d'une discussion technique dans le réseau et vraiment aller sur des champs plus de vision politique, de portage de projets à long terme de territoire. Tu peux changer la slide. Et pour ce faire, pour répondre à ce besoin, donc on a recruté, enfin je dis on a, mais j'étais pas encore à l'époque, PQNA a recruté une personne en stage qui a déployé toute une méthode pour essayer de comprendre un petit peu quels étaient les freins et les leviers à la mobilisation des élus par les techniciens, techniciennes. Donc cette méthode s'est décomposée en 2 volets. Le premier, ça a été des entretiens qualitatifs auprès d'une quarantaine d'acteurs, principalement en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi en dehors, qui étaient principalement du coup des élus évidemment, des techniciens, techniciennes, des réseaux d'élus, d'autres centres de ressources en France et puis des chercheurs. Et en parallèle, la personne en stage du coup a réalisé un benchmark des pratiques des centres de ressources et de réseaux d'élus pour savoir quelles étaient un petit peu les pratiques qui fonctionnaient ou au contraire les choses à ne pas faire pour pouvoir bien mobiliser les élus dans une démarche alimentaire de territoire. Donc ça a donné des premiers éléments de réponse. Ce que vous avez sur le petit schéma juste en dessous, autour de la tête qui réfléchit, ce sont ce qui freine les élus à se mobiliser sur une démarche alimentaire de territoire. Et c'est une perception du ressenti des élus par les techniciens. Voilà, donc c'est pas directement ce que les élus pensent, mais c'est ce que les techniciens pensent de ce que les élus pensent. Voilà, juste petite précision. Donc il y a différents freins qui sont pas, je pense, un mystère pour vous qui écoutez ce webinaire, mais principalement c'est difficulté parfois sur le territoire, enfin plutôt peur de s'engager dans une démarche parce qu'il préexiste déjà sur le territoire un certain nombre peut-être de contextes historiques, de clivages politiques, difficulté donc à faire communauté au sein des élus. Et donc un frein pourrait être de dire en fait moi j'ai pas le courage de porter une politique et donc voilà, pour l'instant j'y vais doucement et je me le sens pas le courage. Lié à ça aussi potentiellement une situation d'isolement où l'élu en fait n'a pas forcément d'alliés ou ne connaît pas bien les autres élus dans la structure qui souhaitent porter une démarche alimentaire. Parfois un frein aussi, ça peut être la difficulté à sortir du cadre communal. On est élu à la commune et puis après on est propulsé à l'agglomération et en fait, on a du mal à se projeter sur son territoire au-delà de la commune où on est élu. On en a parlé, enfin Paul Mazerand en a parlé tout à l'heure, la question de la légitimité aussi, à agir sur plusieurs plans. Parfois, c'est parce qu'on est nouvellement élu et que du coup, on
on endosse ce rôle et on ne sait pas trop comment faire, si on est légitime pour porter une politique qui est quand même assez transversale et qui va venir, en tout cas qui porte l'intention de chambouler un petit peu les manières de faire potentiellement du territoire et de la collectivité. Et aussi légitimité d'agir face à certains mondes, notamment le monde agricole, dont on pourrait, enfin, qui a agi bien avant les collectivités sur les questions d'agriculture, évidemment. Et donc voilà, légitimité pour agir face à ces mondes-là. Une difficulté, j'en parlais, de potentiellement se projeter, sortir d'une vision un petit peu trop technicienne, un peu trop court terme, et de porter vraiment un projet de territoire transversal à long terme. Donc, relié à ça également, la capacité à porter une vision globale et transversale, à comprendre les enjeux. Tu peux changer la slide. Merci. Et donc là, en bas, vous retrouvez, ça, c'est du point de vue des élus, pour le coup, et ce sont les arguments, ou en tout cas les intérêts qu'ils perçoivent à s'engager dans une démarche alimentaire de territoire. Le premier point où ils voient un intérêt, c'est qu'un PAT ou une DAT, ça permet en fait de faire projet sur un territoire, puisque les enjeux qui ont trait à l'agriculture et à l'alimentation, vous le savez aussi bien que moi, sont assez transversaux et viennent en fait interpeller tout un certain nombre d'autres enjeux qui peuvent constituer en tant que tel un vrai projet pour le territoire. Une autre motivation, c'est qu'en fait, un PAT, enfin, dans le cadre d'un PAT, on peut répondre, enfin, la collectivité, en tout cas l'intercommunalité, peut vraiment activer un certain nombre de compétences. Alors, ce qui vient souvent à l'esprit et ce qui est souvent observé, je parle pour la Nouvelle-Aquitaine, mais c'est qu'on travaille d'abord, par exemple, sur la restauration collective. Donc ça peut rassurer aussi de savoir que voilà, la collectivité a des leviers. Mais il y a aussi plein d'autres compétences obligatoires ou facultatives que l'intercommunalité a pu prendre, sur lesquelles on va pouvoir agir à travers le PAT. Donc, le développement économique du territoire, l'attractivité du territoire, l'aménagement. J'en ai parlé, la restauration collective via la loi Egalim, répondre aux enjeux de santé. On pourrait rajouter aussi l'assainissement, la gestion des déchets, enfin voilà, le foncier. Et donc ensuite, tu peux changer la slide. Merci. Donc ensuite, à partir de ces résultats, a été décidé de valoriser ces résultats à travers la constitution d'un guide pratique à destination principalement des techniciens, techniciennes en collectivité. Et l'esprit du guide, là, il vous a un peu indiqué sous cette forme de flèche. On a décidé d'accompagner le parcours de lecture euh, pour qu'il soit un petit peu comme une espèce de parallèle d'accompagnement de l'élu au cours du temps. Donc d'abord, il convient de le convaincre sur l'importance du sujet, donc c'est ce qu'on commence à expliquer dans le guide au départ. Puis on l'aide à s'approprier, à s'acculturer sur le sujet. Ensuite, on le convainc qu'il a véritablement un rôle à jouer par rapport à ces enjeux. On l'accompagne dans la compréhension transversale et dans l'action transversale, et puis sur les méthodes et la démarche de concertation. Et un autre résultat qui est sur la prochaine slide, ce sont aussi, et ça je pense que c'est vraiment très important, les principes du travail avec un ou une élue. On a répertorié au nombre de 4, pourrait sans doute en avoir d'autres, mais la convivialité, c'est-à-dire quand on conçoit des temps avec des élus, c'est important de prévoir des temps informels pour laisser le temps à la discussion, essayer d'éviter les sujets trop clivants d'entrée de jeu, mais ne pas les écarter non plus, parce qu'à un moment donné, ça va sortir, évidemment, et essayer de créer une atmosphère de convivialité. Ensuite, le principe du partage. En général, les élus sont toujours friands de discuter entre eux, parce qu'ils ont une approche différente du projet que pourrait l'avoir un technicien ou une technicienne. Et ils aiment tout simplement discuter, échanger entre pairs. Et aussi conseiller leurs pairs lorsqu'ils sont fiers d'un projet. Anticiper, vraiment anticiper beaucoup, annoncer peut-être avant qu'on fasse un événement où on convie des élus 3 mois avant la date,
2 mois en amont les objectifs, 1 mois avant, il faut que tout soit calé. Bon ça, j'imagine que c'est des choses, que je n'apprends à personne et co-construire, un conseil aussi, c'est de pas hésiter, en fait, à se tourner vers ceux qui ont l'expérience de travailler avec les élus et notamment les réseaux d'élus. Voilà. On peut aller à la prochaine slide. Donc on a réalisé ce guide, qui est sorti en février 2021, comme je le disais, à destination principalement des techniciens. C'est un guide, qui est conçu sur une approche sur mesure. Au début du guide, vous avez une espèce de carte d'arbre de la décision par rapport à où vous en êtes. Est-ce que votre élu, il est déjà sensibilisé? Est-ce que c'est un nouvel élu? Est-ce que vous avez des alliés dans la collectivité, et cetera? Et en fonction de votre situation, vous êtes renvoyé en fait vers un certain nombre de fiches, dans lesquelles vous aurez des constats, des objectifs, des facteurs de réussite, des conseils, des exemples du terrain, principalement de Nouvelle-Aquitaine et des verbatims. Donc, sur la slide suivante, on peut voir un exemple de fiche. Voilà, donc par exemple, c'est, une fiche sur comment convaincre grâce à la valorisation d'une identité territoriale avec, comme je vous le disais, les constats, les «ils l'ont fait». Donc là, on a des exemples de Creuse, de Dordogne, du Bergeracois, des conseils et des citations. On peut aller à la prochaine. Et donc, comme je vous le disais, ce guide a été conçu, l'organisation du guide est conçue selon la temporalité du projet. Donc on commence, par, comprendre un petit peu ce qu'est un élu, à la base du projet, comment est-ce qu'on mobilise les élus. Ensuite, il y a toute une partie un peu plus, concrète et vraiment dense de méthodes pour lancer le projet. Comment est-ce qu'on outille les élus et comment on les implique mieux. Ensuite, on élargit un petit peu le spectre et on accompagne sur, comment est-ce qu'on accompagne les élus dans la démarche de concertation et comment est-ce qu'on leur fait porter ce rôle un petit peu de fédérateur du territoire. Et puis, en quatrième partie, on pense à la pérennité, de la démarche et du coup, comment est-ce que sur le long terme, on élargit le cercle d'élus pour que la démarche ne soit pas portée et ne soit pas dépendante que d'un seul élu ou une élue. On peut aller à la prochaine, merci. Donc dans la première partie, ce que j'ai pas précisé, c'est que comme on a adopté une méthode, d'entretien, semi, directif, donc une approche un peu sociologique, dans le guide, on apporte vraiment des éléments, de sociologie de l'individu en fait, qui sont pertinents, hein, pour accompagner les élus, mais aussi un petit peu de sociologie des organisations. Donc vous pourrez le voir, au cours de la présentation. Donc là, dans la première partie, on brosse un portrait un petit peu de ce qui en est lui et de ce qu'il n'est pas, pour mieux comprendre, un petit peu, border un peu ses responsabilités et son rôle. Aussi, on entre dans le détail de l'importance du portage politique. Moi, j'aime bien cette citation du vice-président en charge de l'agriculture à Tulaglo qui est extraite, du guide, qui nous dit: «Il faut créer un projet parce qu'il y a une motivation politique et non par effet d'aubaine. C'est donc d'abord la raison d'être du projet qui prime et ensuite seulement, on regarde quelles cases cocher pour obtenir des financements». Parce que nous, dans l'exercice, de l'animation de réseau, on observe que parfois, effectivement, à force de financement par appel à projet, il y a des élus qui arrivent en réunion et qui disent, «Bon alors, comment est-ce qu'on répond à tel appel à projet?» Mais sans avoir forcément d'abord une vision politique et une vision globale. Voilà et ensuite on aborde aussi le rôle de l'élu dans la gouvernance alimentaire et comment est-ce que, on peut rattacher, comment est-ce qu'on organise, quelle est la place du PAT dans, la structure porteuse. Donc par exemple, dans la communauté d'agglomération du Pays basque, le PAT est techniquement lié à la direction générale des services et politiquement au service agriculture et développement durable. Voilà. On peut aller à la slide suivante. Merci. Ensuite, donc la deuxième partie, je vous le disais, on rentre un petit peu plus dans le dur de, comment est-ce qu'on outille les élus et là, on prend, différents leviers pour dépasser les freins à la mobilisation. Donc ça passe par rassurer. Donc par exemple, là, le coordinateur, Michaël Laurent à Brudette, donc qui est le centre de ressources en Bretagne, nous dit qu'un élu n'est jamais contre prendre en compte le développement durable. Il a surtout peur que ça coûte trop cher, que ça ne marche pas techniquement ou que ça vieillisse mal. Donc voilà, rassurer avec des arguments factuels démontrés. Donc c'est le deuxième levier, par la preuve, par des éléments factuels, objectifs, éventuellement, des preuves de ce que ça a marché ailleurs. Sensibiliser, donc là, on a des fiches sur, comment est-ce qu'on acculture un élu sur, les enjeux de l'agriculture et de l'alimentation et enfin convaincre.
où là, vous retrouverez cette fiche sur différents domaines argumentaires de l'intérêt, en fait, et de la capacité d'action de la collectivité en matière de restauration collective, grâce au développement économique, enfin, tout ce que je vous ai dit auparavant. On peut aller sur la prochaine slide. Et donc ensuite, on élargit une fois que on imagine que ça y est, vous avez compris ce que c'était qu'un élu, vous l'avez acculturé, ça y est, il ou elle a compris. Et maintenant, l'enjeu, c'est de faire porter le rôle à votre élu de fédérateur. Et là, l'enjeu, c'est de convaincre d'agir en collectif et dans une approche coopérative, et donc d'essayer d'accompagner sur la démarche participative. Et comme nous disait très bien une chargée de mission au pays à d'Orlando-Océane, le plus dur, n'est pas de convaincre de l'importance de la question alimentaire, mais de la nécessité de faire cohésion sur le territoire. Et ça, parfois, c'est pas toujours évident pour les élus, pour les collectivités ou les structures porteuses de PAT. Et donc il y a aussi, on aussi des fiches sur comment est-ce que concrètement on peut faire pour associer en interne à la structure, et également associer avec différentes échelles d'intervention. Donc, quand on est un PAT, par exemple, à l'échelle d'une commune ou du département, comment on associe les intercommunalités, les territoires voisins, le monde agricole, on en parlait tout à l'heure, et comment on appréhende cette fameuse démarche participative. Donc, par exemple, dans le guide, vous avez Tulaglo qui a mis en place un atelier de transformation pour démontrer l'utilité du projet et de l'intérêt de le rejoindre pour faire partie de la dynamique territoriale, pour essayer d'associer et d'apporter un petit peu des preuves que cette politique peut marcher auprès du monde agricole, qui pourrait être tendance à être un peu dubitatif et se dire: «Bon, bah, c'est super, on fait un projet de plus, mais concrètement, qu'est-ce que ça va nous apporter, nous, au quotidien?» Et donc ils ont pu observer qu'une fois qu'ils ont fait cet atelier de transformation, ça a vraiment permis le dialogue et les futurs chantiers ont été plus simples à mener. Et un autre exemple aussi pour plus ce qui concerne pardon, la démarche participative et d'association des citoyens. Tout simplement, un maire, du coup, de Vienne, Bruno Puy-Dupoint, qui est référent du PAT Vienne et Gartempe, qui nous dit: «Nous souhaitons mener des actions festives et pour mener une action, c'est mieux de le faire avec le sourire et d'aller à la rencontre des gens». Voilà, donc ça, c'est vraiment, je vous avais dit, on apporte aussi parfois des choses qui peuvent paraître un petit peu simples, mais c'est important de le garder en tête. On peut aller à la slide suivante. Et enfin, du coup, sur le long terme, comment est-ce qu'on élargit le cercle d'élus avec comme enjeu de fond la pérennité de la démarche alimentaire de territoire ou du PAT. Donc là, vous allez retrouver des fiches sur comment est-ce qu'on élargit le cercle d'élus, comment est-ce qu'on construit un temps de rencontre pour les élus, avec les 4 principes là, de base que je vous ai montrés juste avant, et comment est-ce qu'on travaille avec de nouveaux élus. Et là, à nouveau, une citation donc, de l'ancien directeur du développement rural au Grand Poitiers, Fabrice Bonifay, qui est maintenant responsable de l'agriculture et de l'alimentation, qui nous dit: «Avec les nouveaux élus, nous avons tout repris à zéro, en questionnant de nouveau les enjeux comme la manière de travailler, en intégrant notamment davantage de participation citoyenne». On peut aller sur la slide suivante. Donc ça, c'était le travail qu'a conduit PQNA sur le guide Mobiliser les élus. Mais et d'ailleurs, donc qui a été, on a eu pas mal de retours sur ce guide et les gens nous ont confirmé que c'était effectivement un guide assez pratique. Donc ça, on en est satisfait. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des élus qui nous ont dit aussi avoir lu le guide pour s'en servir pour aller mobiliser d'autres élus, des pairs en fait. Donc à l'origine, on avait pensé pour les techniciens, techniciennes, mais en fait, si les élus reprennent le flambeau, c'est très bien aussi. Mais ce que je voulais dire, c'est, malgré les efforts pour mobiliser, nous, chez PQNA, on observe qu'on a toujours du mal à mobiliser cette fameuse, «cible» entre guillemets, si je puis dire, des élus. Pour plein de raisons, hein, parce que c'est une cible assez volatile. Vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement les élus, ont très peu de temps, donc il faut, bien prioriser le temps, sur lesquels on associe. Et donc chez PQNA, on s'est inspiré de la mission revitalisation des centres-villes et centres-bourgs,
qui arrivait plutôt bien à mobiliser les élus. À un moment donné, les élus représentaient à peu près 25% des participants aux événements de la mission, tandis que nous, sur la démarche alimentaire les démarches alimentaires de territoire, c'était moins de 10%. Maïs, tu m'entends? Euh, Pardon. Ok, c'était peut-être un problème de micro. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte, en tout cas dans la mission de démarche alimentaire de territoire, que le rôle du maire avait changé. Il s'agissait plus du maire bâtisseur comme auparavant, euh, qui construit seul. Mais bon, c'est moi qui, qui choisis ce terme, mais on est passé aujourd'hui plus à une posture de maire assemblier qui doit fédérer autour de lui les financeurs pour sa démarche de revitalisation, les citoyens, les opérateurs, etc. Et, et pour ce faire, on a décidé, on avait aussi l'intuition et on observait que les élus, en fait, c'est ce que je disais en début de présentation, ont besoin de parler entre eux. Et il y a personne de mieux qu'un élu pour convaincre un autre élu. Et donc, on apprend et on convient mieux entre pairs. Donc, c'est pour ça qu'on a proposé 2 formats là, que vous voyez. Donc, les vidéos Je le revitalisme au centre-bourg, où là, on a une élue qui nous parle de son projet de revitalisation dans le centre de la Creuse. Et également un format de webinaire qui s'intitule Les élus parlent aux élus, où là, c'est pareil, on fait intervenir des élus qui nous racontent avec le langage qui est le leur, en fait, qui n'est pas un langage de technicien, comment ils voient la démarche, quelle a été leur difficulté, comment ils ont réussi, leur fierté, etc. Et voilà, comme ça, on est vraiment sur un même niveau de discours. Et puis, ben, c'est bête, mais dans la communication, du coup, on parle d'élus, en fait. Et donc là, vous avez aussi à droite un exemple de vidéo sur YouTube pas de revitalisation pour le coup, mais de la vidéo enfin, du modèle qu'on a adapté, nous, au sein des démarches alimentaires de territoire. Vous avez donc au centre une personne qui est chez Interbio, qui est experte de la restauration collective, et puis de part et d'autre d'elle, 2 élus de territoire en Nouvelle-Aquitaine qui sont référents sur les PAT, qui expliquent à leur père comment ils ont fait pour atteindre des taux assez exceptionnels de bio et de local dans leur cantine. Et on s'est inspiré, pour terminer, tu peux aller sur la prochaine slide, merci. Enfin, on essaye aussi de s'inspirer des autres missions. Donc là, c'est la mission inclusion numérique chez PQNA, qui, l'année dernière, a fait ce qu'on appelle chez nous une expérimentation territoriale pour élaborer une méthode de co-construction d'une feuille de route territoriale sur l'inclusion numérique. Et pour ce faire, PQNA a embarqué une cohorte d'un territoire avec ses élus, ses techniciens, et les a emmenés sur un autre territoire. Et en fait, tout ce petit monde a pu échanger sur le terrain concrètement, se rassurer, se partager des conseils, des difficultés. Et donc ça, c'est vraiment très efficace aussi d'emmener les gens en visite, en fait. Parce que physiquement, ils se déplacent et du coup, dans leur tête aussi, ils peuvent se déplacer. Voilà. Et on en a fait une vidéo qui raconte un petit peu l'expérience. Donc ça, c'est l'image de droite. L'expérience de construction de la méthode. Et donc, on a un screenshot du vice-président à la politique de la ville, au renouvellement urbain et à l'ESS du Grand Périgueux, qui nous explique un peu comment sa démarche, comment il a participé à la démarche et comment il a appris, via cette expérimentation, à être dans une posture d'élu fédérateur, où on est vraiment à l'écoute de son territoire. Et, et en fait, nous, si c'était à refaire, ce guide, je pense qu'il faudrait vraiment insister sur le fait que dans un projet tel que les projets alimentaires de territoire, un élu n'est pas là pour construire la décision seul et la vision seule. L'élu, c'est le garant du territoire, le garant de la vision du territoire, mais pas le garant de la... Enfin, un PAT, c'est pas un projet de collectivité, c'est pas la vision de la collectivité, mais c'est bien le projet du territoire. Donc ça, quelque part, ça peut rassurer aussi l'élu en disant, c'est pas vous qui allez tout porter. En fait, vous allez faciliter, vous allez associer autour de vous des acteurs, et c'est eux qui vont vous aider à enrichir le projet.
Mais il faut aussi, d'un autre côté, les rassurer sur le fait que c'est pas parce que vous vous associez que vous n'avez plus la décision entre vos mains. Vous avez toujours quand même la légitimité démocratique, donc c'est vous à la fin, et c'est notre vision chez PQNA qui allait pouvoir trancher. Donc la décision ne vous est pas enlevée. Elle est simplement, quand on associe plus de gens, plus riche et plus exigeante aussi pour que vous soyez redevable et que vous vous rendiez des comptes. Mais in fine, ça sert le territoire parce que le projet et la décision est plus légitime. Voilà, et donc je voulais vous présenter tout ça parce que nous, aujourd'hui, enfin, c'est une réflexion constante chez PQNA de comment est-ce que on associe davantage les élus. Donc globalement, on essaye de réfléchir à chaque fois dans notre programme d'action annuel, qu'est-ce qu'on va faire pour les élus cette année? Est-ce qu'on va faire une vidéo spéciale élus? Est-ce qu'on va faire un webinaire, un groupe de travail? Mais voilà, l'important, je pense que ouais, c'est vraiment de prévoir des temps uniquement pour eux où ils sont associés. Au-delà de tous les autres temps qu'on peut faire de webinaires classiques, de visites sur site, de forums, un peu grande messe où tout le monde est là. Hem, voilà, donc j'en ai terminé pour, la présentation. J'espère que c'était suffisamment clair et vous pouvez, je pense, poser des questions dans le chat et sinon j'y répondrai, à la fin après toutes les présentations. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Alexia. On rajoutera également les ressources de la chaîne YouTube de PQNA où il y a plusieurs ressources que tu as mentionnées. Donc, merci. Oriane, je te laisse la parole pour présenter les apports du programme Tetra. Bonjour à tous et merci à l'équipe de France Pat pour l'invitation. Du coup, moi, je vais vous présenter rapidement un peu le programme Tetra et les enseignements qu'on en a tirés sur la mobilisation des élus. Et puis, je laisserai la parole à Juliette et Bertrand du Pays Cœur d'Hérault, qui est un des territoires Tetra et qui vous donnera un peu plus d'exemples concrets de eux, comment ils mobilisent les élus sur leur territoire. Du coup, rapidement sur le programme Tetra, c'est un programme qui a été co-fondé par la Fondation Carasso et AgroParisTech, et donc il est copiloté par ces deux institutions, et il y a aussi le soutien de la Fondation Porticus. C'est un programme de 5 ans, donc de 2020 à 2024, qui se termine à la fin de cette année. Et avec deux objectifs. Le premier, de développer et d'accélérer des démarches de transition dans 9 territoires pilotes qui ont donc été accompagnés pendant ces 5 ans. Et le deuxième, de profiter voilà, de cet accompagnement pour analyser les freins et les leviers des démarches de transition et d'en tirer des enseignements qui peuvent servir à d'autres territoires. Ce programme, il y avait 3 types d'appuis. Un appui financier, donc à la fois sur du financement d'actions concrètes et d'animation. Un appui opérationnel sur lequel je reviendrai avec des séminaires, des formations pour les élus, voilà, plutôt des groupes d'échange, un apport de connaissances collectifs. Et puis un appui scientifique avec une analyse des chemins de transition et un accompagnement au suivi et évaluation pour chaque territoire, pour voilà, les outiller sur ces démarches de transition. Rapidement sur les territoires, donc on a 9 territoires répartis dans toute la France, avec un petit tropisme à l'est, pas beaucoup de territoires dans l'ouest, et dans 8 des 9 territoires, ce sont des collectivités territoriales qui sont chefs de file, et dans un cas, c'est une association. Donc ces territoires, ils ont été sélectionnés à la suite d'un appel à projet avec la volonté d'avoir une diversité de territoires à la fois en termes d'échelle. Donc on a des communes, des intercos et des pays. Et puis aussi en termes de variété de territoires. Donc on a des territoires plutôt urbains, la ville de Grande-Synthe, mais d'autres territoires plus ruraux avec des agricultures qui sont aussi différentes. Donc pour pouvoir avoir une diversité et avoir des enseignements divers. Euh, du coup, je vais revenir un peu sur l'appui opérationnel collectif parce que c'est là qu'on s'est surtout adressé aux élus. Donc, à travers plusieurs outils, un groupe d'échange, enfin, il y avait eu 4 groupes d'échange sur 4 thématiques qui ont été choisis par les territoires selon leurs intérêts
et un qui traitait pas mal de cette question de mobilisation, d'animation territoriale, de gouvernance, et donc sur laquelle on venait parler aussi de la mobilisation des élus et du rôle des élus. Et chaque groupe d'échange a donné lieu à un livre blanc que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Et après aussi des temps pour mobiliser les élus, donc dans des séminaires des territoires Tétra, et aussi avec un cycle spécifique de formation où on a fait 5 formations pour les élus, répartis un peu dans toute la France, parce qu'on sait que faire venir les élus, c'est pas toujours facile, donc on a essayé de répartir pour pouvoir mobiliser les élus du territoire. Euh, voilà. Donc je vais continuer pour vous présenter un peu les enseignements qu'on a eus de ces formations. Ben, c'est vachement en lien avec ce que vient de présenter PQNA sur cette question du dialogue territorial et en fait du rôle de l'élu. Je trouvais ça intéressant, l'élu assemblier. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a pu voir, euh, l'importance de porter en tant qu'élu une vision, un cap, mais en même temps d'avoir vraiment un processus de dialogue territorial qui permet de définir la politique et la vision pour que les acteurs se sentent aussi engagés euh, dans cette vision. Ah bah alors là, la citation est passée, il y a eu un petit souci sur la citation. Je pense qu'on l'a peut-être en tchèque ou en je ne sais pas quelle langue, mais l'idée, c'était une citation du territoire du Douaisis qui a vraiment eu une démarche avec une cinquantaine d'acteurs. euh, pour définir la vision du territoire que je vais pouvoir vous lire, qui est de permettre à tous les habitants d'accéder à une alimentation de qualité qui soit le plus possible d'origine locale et dans le cadre d'une agriculture économiquement forte et écologiquement viable. Donc voilà, une cinquantaine d'acteurs qui ont été consultés pour co-créer cette vision qui là est donnée sous un format voilà, de cette citation un peu générale, mais qui s'ancre vraiment dans la politique du PAT avec des actions de structuration de filières, de soutien de la filière biologique, de lutte contre la précarité alimentaire, des actions concrètes. Et puis, nous, ce qu'on a vu, voilà, c'est que le binôme élu-technicien, c'était vraiment la clé de voûte du portage de ces politiques, avec un élu qui amène du sens et une vision, et puis le rôle de l'agent qui est force de proposition et qui peut aussi aller s'inspirer d'autres expériences. Je veux bien la slide d'après. Et ben, c'est aussi des enseignements qui vous ont été présentés sur l'importance de s'inspirer d'autres élus. Donc nous, au cours de nos formations d'élus, on avait systématiquement une intervention d'autres élus qui peuvent être plus avancés parfois ben, sur la restauration collective ou d'autres sur le foncier. Chacun des territoires n'est pas forcément au même niveau sur les mêmes thématiques et du coup, vraiment ce partage d'expériences d'élus permet à l'élu de s'identifier et de s'inspirer de ce que font d'autres élus. Se former. Nous, donc, bah, au cours des formations, il y avait aussi un apport de connaissances et on a vu que cet apport de connaissances, il était souvent basé avec aussi des données scientifiques, notamment sur le changement climatique, l'agroécologie, l'eau. Et en fait, se baser comme ça sur des résultats scientifiques, c'était assez important aussi pour les élus, déjà pour comprendre et aussi pour aller convaincre et que c'était plus facile d'arriver auprès d'autres élus de sa collectivité qu'il fallait convaincre avec aussi des données scientifiques et un peu ce renforcement de légitimité à travers une approche plus scientifique, encourager les échanges entre pairs. Mais nous, on a vu que les moments de convivialité étaient aussi très importants dans les formations. C'est beaucoup ça ce qui est ressorti des questionnaires qu'on a pu envoyer avec des temps parfois informels ou de visite, où là il peut y avoir du partage, des échanges. Favoriser le dialogue territorial, ben, je le disais tout à l'heure et j'en reparlerai un peu tout à l'heure avec l'exemple de Terre de Lorraine. Et puis, voilà, le programme arrive à sa fin et on avait envie aussi, nous, de porter la voix de ces élus des territoires, peut-être à l'échelle nationale. Et donc, en fait, les élus des territoires tétra ont coécrit une tribune qui va être publiée prochainement en octobre
et qui justement rappelle le rôle central des collectivités dans les démarches, enfin pour porter ces démarches de transition agricole et alimentaire. Mais pour ce faire, les élus, ils ont besoin de soutien, à la fois, en termes, financiers, mais aussi en termes de moyens humains, pour avoir des équipes, de techniciens, suffisantes et puis, aussi, un besoin de formation. Voilà, donc c'était un appel qui, va être, diffusé, prochainement. Pour le moment, la tribune, elle a été, signée par une centaine, d'élus, parce que c'est les territoires Tétra qui l'ont coécrit, mais ensuite on l'a diffusé, plus largement. Voilà, donc aussi, je voulais vous dire que si vous pensez que les élus de vos territoires, de vos PAT peuvent être intéressants pour signer, intéressés pour signer, je vous laisserai mon mail et je pourrais vous la transmettre. Pour l'instant, on ne l'a pas transmise au public parce que quand elle sera transmise publiquement, ce sera via les médias au mois d'octobre et de novembre. Voilà, je vais présenter deux petits exemples d'autres Je vais ju territoires. Alors Ouais, excuse-moi Oriane, je vais essayer de projeter une autre version parce que j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal ouais, de les petits citations ont, oui, ont sauté. j'en ai juste pour un instant. Ok. Donc, je vais vous présenter deux exemples avant le Pays Cœur d'Hérault, où on aura le témoignage de Juliette et Bertrand. Euh, le premier exemple, c'est sur le Pays Terre de Lorraine. En fait, avec l'accompagnement proposé au territoire, il y avait des ateliers de prospective qui ont été menés par le cabinet Solagro. Et on trouve que la prospective, c'est un outil très intéressant pour mobiliser justement ce fameux dialogue territorial et qu'en fait, se projeter sur son système alimentaire en 2030 ou en 2050, ça permet souvent de dépasser un peu les oppositions qu'on peut avoir quand on parle de sujets un peu clivants sur le bio, sur le HVE, sur la viande, qui peuvent crisper un peu quand on parle de l'échelle de temps de l'année prochaine, dans 2 ans et quand on fait un peu un pas de côté, ça permet d'avoir souvent des discussions un peu plus apaisées, et on a trouvé que c'était un outil, intéressant de mobilisation, et du coup, le Pays Terre de Lorraine, ils ont fait 4 ateliers. Du coup, c'est la slide, quelques slides après. Ils ont fait 4 ateliers, celle d'avant, ouais. 4 ateliers, multipartenariaux, donc avec des élus, des agriculteurs, des représentants des agriculteurs, donc les chambres d'agriculture, des acteurs de la recherche et la société civile, autour de 3 thématiques: l'alimentation, donc qu'est-ce qu'on doit manger en 2030, en 2050, l'agriculture, quelle production et quelles pratiques agricoles, et le foncier, et l'énergie, qui sont des thématiques assez importantes sur ce territoire, notamment du fait du développement de la méthanisation. Quelle occupation du sol et quelle production énergétique. Et en fait, ces ateliers, ils ont vraiment réussi à mobiliser assez largement, et notamment les élus. Et je pense que quand on arrive à créer comme ça aussi des dynamiques, peut-être qu'il y avait 1 ou 2 élus aux premiers ateliers, ils ont vu qu'il y avait une quarantaine, cinquantaine de participants, bah, aux ateliers suivants, ils vont se dire: «Ah ben en fait, on voit qu'il se passe quelque chose et ça nous donne aussi envie de venir. On voit qu'il y a les représentants des chambres d'agriculture, qu'il y a des acteurs de la société civile». Et voilà, ça permet, ces temps-là aussi permettent de les mobiliser. Et ils ont permis de définir une trajectoire à l'horizon 2030 et 2050 pour le territoire, avec notamment 11 défis à relever et des objectifs assez intéressants. Donc là, je vous ai mis l'objectif sur le volet agriculture et alimentation. Voilà, donc la prospective, un peu comme un outil de mobilisation et d'actionnement de ce dialogue territorial. Et puis un autre projet que je voulais vous présenter sur le Pays des Châteaux. Donc là, un projet plutôt mené par les techniciens, justement, vraiment sur cette mobilisation des élus, et notamment des élus communaux, enfin communaux et du pays. Et on sait que les élus communaux, c'est pas toujours facile à mobiliser sur les échelles supra, parce que voilà, ils ont beaucoup de choses à faire et pas forcément le temps. Et donc là, ils ont mené 4 ateliers avec un cycle qui s'appelle «Comprendre pour agir aujourd'hui», et vraiment pour faire que les élus s'approprient plus cet objet du PAT qui peut être un peu parfois flou, où on ne sait pas trop ce qui s'y passe, et vraiment comprendre les actions qui sont mises en œuvre par le pays. Donc un premier atelier
pour un peu poser les bases en faisant la fresque Agréalim et comprendre les enjeux, parce que c'est quand même des enjeux complexes qui ne sont pas forcément connus de tous, et ensuite un échange autour des actions actuelles du PAT et celles qui sont à développer. Une visite de ferme, parce que voilà, c'est toujours intéressant et sympa d'aller sur le terrain aussi pour les élus. Un atelier sur les ressources en eau et les questions foncières. Et puis un dernier atelier sur la justice alimentaire qui va être fait d'ici la fin de l'année. Et tous ces ateliers vont aussi permettre de rédiger un guide à destination des élus pour qu'ils puissent un peu mieux s'approprier les enjeux du PAT, pouvoir en parler et voilà, mieux porter aussi ces actions dans leur commune et au sein du pays. Voilà. Pour terminer, je vais simplement rapidement vous présenter nos ressources et si ça vous intéresse, vous inviter à aller sur le site de Tetra. Tu peux mettre la slide d'après. Sur le site de Tetra, vous retrouvez toutes nos ressources, donc les livres blancs dont je vous parlais au début qui sont issus des groupes d'échange, donc aussi avec pas mal d'exemples concrets de territoires. Et puis des guides et des fiches pratiques à destination des élus. Donc des petites fiches pratiques à destination des élus sur les thématiques, sur des thématiques du livre blanc, et aussi le compte-rendu de toutes nos formations que vous retrouvez sur le site. Et puis à venir dans les prochaines semaines qui arrivent, on va avoir des petites vidéos de présentation des projets des territoires Tétra, un peu plus sur le suivi et évaluation qu'on a mené avec les territoires et un livrable sur le portage politique qui va sortir également. Voilà, je vais laisser la parole à Juliette et Bertrand qui vont pouvoir rentrer un peu plus dans des exemples concrets et puis je pourrai répondre à vos questions à la fin. Merci Oriane. Du coup, on va prendre le relais avec Bertrand. On va d'abord se présenter parce qu'on va faire ce témoignage à deux voix. Donc, je commence. Donc, moi, c'est Juliette Sermage. Je travaille au CIDEL du Pays Cœur d'Hérault en tant que chargée de mission agriculture et alimentation, donc sur l'animation du PAT. Et Bertrand, je te laisse te présenter. Si tu peux mettre le son. Si j'y arrive, voilà. Est-ce que vous me voyez, est-ce que vous m'entendez? On n'en suis pas sûr. t'entend, on ne te voit pas encore. Bon, Vas-y. voilà, c'est bon là? Vous me voyez? On vous voit pas, mais on vous entend. Bon, c'est pas très grave, hein, de toute façon, je suis pas spécialement beau. L'important, c'est simplement de dire, voilà, moi je suis élu au Pays Cœur d'Hérault, qui est un EPCI qui regroupe trois communautés de communes, le Lot-des-Bois et l'Arzac, la vallée de l'Hérault et le Clermontais. Et je suis élu référent sur les questions foncières et sur les questions de transition écologique du projet alimentaire territorial du pays. Voilà, donc moi je vais commencer à dérouler la présentation. Donc, vous pouvez passer à la slide suivante. Donc, rapidement, ce que c'est que le Pays Cœur d'Hérault pour vous situer un peu la situation et le contexte de notre territoire. Donc, c'est un territoire qui est au nord-ouest de Montpellier, un territoire périurbain. En fait, donc la collectivité, c'est un syndicat mixte ouvert élargi, le CIDEL du Pays Cœur d'Hérault. Donc, comme l'a dit Bertrand, il regroupe trois communautés de communes. Le département, la CCI et la CMA dans son conseil, dans son comité syndical. Et donc, ce territoire, il regroupe 77 communes. C'est un territoire de projet et il y a 85 000 habitants. La slide suivante. Donc, j'ai mis quelques chiffres pour que vous ayez aussi en tête un peu le contexte territorial. Donc, quelques éléments du diagnostic. Donc, on a 77% des exploitations qui sont viticoles. Donc, un gros enjeu sur la diversification. On a 6107 hectares en friche, donc également un enjeu de protection du foncier et de revalorisation de ces friches. On a 37% des agriculteurs qui ont plus de 55 ans, donc un fort enjeu de transmission. 10% seulement de la SAU en bio, ce qui n'est pas énorme pour l'Hérault.
On a 300 mètres cubes d'eau prélevée par hectare pour l'irrigation contre 110 en France, donc un fort enjeu aussi sur le changement climatique, mais sur la transition aussi. Et puis 19% des habitants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, donc au-delà pareil, de l'Hérault et de l'Occitanie, qui est pourtant déjà taux élevé de précarité alimentaire. Donc un fort enjeu sur la précarité alimentaire. Donc, pour un peu expliquer aussi la situation, donc comment a été créé le projet alimentaire territorial du pays Cœur d'Hérault. En fait, dans les années 2010, de 2010 à 2018, il y a quelques actions ponctuelles qui ont été développées, mais il n'y avait pas de véritable politique alimentaire ni agricole sur le territoire, que ce soit au niveau du pays Cœur d'Hérault ou même dans les communautés de communes. Donc, c'était des actions ponctuelles qui étaient menées dans le cadre d'autres missions, donc une étude friche dans le cadre du SCOT, un travail sur les circuits courts dans le cadre du pôle économie, ou encore un travail avec la restauration collective sur la nutrition, mais dans le cadre du contrat local de santé. Il n'y avait absolument donc pas aucune politique alimentaire et agricole. Et donc en 2019, c'est le Conseil de développement du pays Cœur d'Hérault qui s'est saisi du sujet et des enjeux agricoles et alimentaires et qui a souhaité organiser les états généraux de l'alimentation et de l'agriculture durable. Donc, vous pouvez passer la slide. Donc c'est les états généraux de l'alimentation et de l'agriculture durable. Les EGAD ont été organisés avec plus de 400 personnes, acteurs du territoire, habitants, associations, élus, agriculteurs, pendant une année avec 13 rendez-vous, donc une concertation assez conséquente qui a donné lieu en fait à un état des lieux un peu et des enjeux du territoire et qui ont permis ensuite de dégager du coup un plan d'action. Donc, ça peut être la slide suivante, qui a été dessiné avec l'ensemble des partenaires et le Conseil de développement suite à ces états généraux de l'alimentation et de l'agriculture durable. Et donc, on a ensuite cherché bien sûr des financements pour mettre en œuvre ce plan d'action qui donc a été mis en œuvre déjà depuis 2021. Et là, slide suivante, du coup, on arrive aux 3 ans du PAT avec du coup pas mal d'actions déjà mises en œuvre et puis une demande de labellisation niveau 2. Donc, notre plan d'action, il a 4 thématiques principales opérationnelles. Donc, l'accès au foncier au bâti agricole pour la diversification, le développement de l'agroécologie et la gestion de l'eau, l'accès à une alimentation de qualité pour tous et pour toutes, et puis la coordination et la coopération au sein de la chaîne alimentaire, et un axe important de gouvernance partagée qui est transversale en fait. Et, voilà, donc ce PAT, il a tout de suite été nommé démocratique, durable, décloisonné, donc le PAT 3D, justement pour faire référence à cette importance donnée à la gouvernance partagée et aussi lié aussi à son histoire et au fait qu'il ait été impulsé par la société civile. Et donc, voilà, ça, c'est les caractéristiques un peu fortes de notre PAT. Il a été impulsé par la société civile. Il bénéficie d'un fort partenariat avec la recherche depuis le début, puisque l'INRAE nous a aidés à l'organisation des EGAD, donc dès le démarrage, et qui se poursuit ensuite dans la durée. Bon, c'est aussi grâce à la proximité avec Montpellier et son pôle de recherche. Et puis, on a une forte implication des partenaires et des acteurs du territoire depuis le démarrage et qui ont du coup fortement contribué à la construction du plan d'action. Mais un portage politique qui reste à développer depuis le début. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on nous a demandé de témoigner. Donc, je vais montrer ensuite les leviers qu'on a activés. Oui. Une petite précision sur la slide, ce que tu viens de dire, sur la slide précédente. Si c'est vrai, comme ça a été expliqué, hein, ce projet de projet alimentaire territorial a été porté au départ par les citoyens, c'est une initiative citoyenne. Et effectivement, on a une particularité sur notre pays, c'est qu'il y a une mobilisation très forte des citoyens dans le comité de développement. Et ce sont des gens qui travaillent beaucoup, on l'a constaté. Ils sont vraiment très, très impliqués, mais ils travaillent, quoi. Hein. Donc, à chaque réunion, ils viennent avec des éléments nouveaux. Et ce qui est à noter dans
dans ce qui a évolué depuis 2021, c'est qu'avec le travail de Juliette et de ses collègues, eh bien, on était quand même un pays où les différentes communautés de communes ne travaillaient pas forcément ensemble. Les agriculteurs ne travaillaient pas forcément avec les accompagnateurs. Les différents organismes qui accompagnent les agriculteurs n'avaient pas trop l'habitude de travailler ensemble. Et en fait, cette dynamique du projet alimentaire territorial a fait que ces gens-là ont pris l'habitude de travailler ensemble et de se rendre compte que si on arrive à mettre en place de l'intelligence collective, eh bien, ça devient assez intéressant. Et du coup, on voit un partenariat qui se met en place et qui est de plus en plus réactif par rapport à toutes les questions. Et donc, voilà, c'était un peu pour brosser la question de, il y a les salariés qui sont très, très mobilisés, le comité de développement qui est très mobilisé, qui travaille beaucoup, mais aussi donc les différents acteurs sur ces questions qui se mobilisent de plus en plus. Et par rapport au portage des élus, on est quand même quelques élus à beaucoup travailler, donc par rapport aux différentes fleurs du PAT, on est quelques élus à beaucoup travailler, mais nous, notre difficulté, c'est d'être reconnu, que ce travail soit reconnu par les élus décisionnaires. Donc c'est pour ça que ça me semblait important aujourd'hui dans cette question de comment mobiliser les élus, c'est qu'on ait bien en tête qu'il n'y a pas, tous les élus ne sont pas au même niveau et qu'il y a des élus qui sont décisionnaires. Et donc, de savoir est-ce que les élus qui travaillent, est-ce qu'ils ont réellement une délégation reconnue par leur pairs. Voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est un peu plus explicité encore à la slide suivante, du coup. OK. Donc c'est un peu ce que tu dis, Bertrand, on a des élus, en tout cas décisionnaires, qui sont peu mobilisés, peu sensibles, peu sensibles, qui sont en tout cas les sujets du PAT sont trop éloignés de leurs préoccupations aujourd'hui. Par contre, on a quand même des élus mobilisés, mais qui sont plutôt des élus communaux et donc qui ne siègent pas dans les instances décisionnaires. Alors, je voulais là aussi réagir par rapport à ça. Le pays Cœur d'Hérault, c'est un pays rural. C'est-à-dire que on a quelques bourgs-centres, mais c'est des tout petits bourgs par rapport à des agglomérations, par rapport à ce qui est tout à l'heure sur la Nouvelle-Aquitaine, on se rend bien compte qu'il y a des très grosses agglomérations. Et nous on travaille vraiment dans un milieu rural. Donc, il y a une particularité dans le milieu rural, c'est que nous, par exemple, on regroupe 77 communes, et sur ces 77 communes, grosso modo, il y a un maximum de 10 bourgs-centres, en sachant que tous les autres villages, c'est la loi qui détermine que c'est le maire qui est décisionnaire et qui siège aux communautés de communes. Et donc, on se retrouve avec plein de petites communes où le maire a énormément de choses à régler et que c'est très difficile pour lui de régler toutes les questions de quotidien, toutes les injonctions qui viennent de l'État à l'échelle d'une petite commune, c'est compliqué. Voilà. Donc ça, c'était le premier point que je voulais dire. La deuxième chose qui me semblait assez importante, pour rebondir aussi à ce qui avait été dit sur la présentation en Nouvelle-Aquitaine, c'est que on a, sur la question de la souveraineté alimentaire, c'est comme la question de la transition écologique. C'est-à-dire que, grosso modo, tout le monde fait oui, on est tous d'accord. C'est-à-dire qu'on n'a pas de problème pour parler des choses aux différents élus. Ils sont d'accord. La question, c'est que
ils se saisissent, et c'est ça nous, notre problématique, c'est qu'ils se saisissent que cette question-là est une question importante, prioritaire, et qu'il faut se donner les moyens pour la faire avancer. On n'est pas là simplement à dire oui, 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 c'est joli. On n'est pas des boy scouts qui faisons des bonnes actions. On doit porter politiquement à l'échelle du pays ces questions-là. Et ça me semblait important de préciser ça. Voilà. Ouais. Et donc la slide suivante, enfin le dessin suivant, il dit voilà que du coup c'est problématique qu'on ait du coup pas d'élus décisionnaires finalement qui portent vraiment ce sujet-là, puisque du coup le lien il n'est pas fait avec ce que ce soit avec les autres politiques du pays. Donc on a la problématique d'un fonctionnement un peu, même si on essaye donc nous de travailler entre techniciens, etc. C'est vrai que du coup il y a besoin qu'il y ait aussi un élu qui porte, qu'il y ait des élus qui portent au niveau des élus décisionnaires le sujet. On n'a pas de relais aussi dans les communautés de communes du territoire. Et voilà, du coup, ça empêche une bonne efficacité de la politique publique, bien que pourtant derrière, il y ait, comme on vous l'a dit, pas mal d'acteurs qui sont mobilisés. Ça foisonne, mais pas un bon relais politique et un fonctionnement un peu parfois en silo qui empêche de travailler sur ces enjeux complexes. Alors là aussi, je voulais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Sur la question il n'y a pas mieux qu'un élu pour convaincre d'autres élus. Ça me semble assez vrai. C'est ce qu'on a pu vivre, par exemple, notamment avec les échanges Tétra. C'est qu'effectivement, entre élus où il n'y a pas d'enjeu politique entre nous, on peut parler de nos expériences, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, de ce qu'il pourrait faire, d'étudier différentes pistes. À l'intérieur même d'un territoire, c'est pas toujours évident qu'un élu soit toujours bien perçu par les autres parce qu'il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux de politique politicienne, je veux dire, parce que il y a des positionnements de chacun par rapport à ces questions-là. Et donc, je reviendrai plutôt sur la proposition qui a été faite du couple élu-technicien, c'est qu'effectivement, le binôme élu-technicien, pour moi, me semble une bonne échelle parce qu'il y a effectivement le côté je te parle, moi, en tant qu'élu, à toi, autre élu, et aussi la garantie du technicien qui est là derrière sur la neutralité politique du travail qui a été fait. Et ça me semble assez important pour faire avancer les choses. Alors, est-ce que c'est à ce moment-là, maintenant qu'on parle de ce qu'on est en train de mettre en place, oui. Juliette? Ouais, rapidement, justement, pour que les personnes puissent participer après. Ouais. Donc, les leviers activés depuis 3 ans, donc la mobilisation des élus communaux sur les actions concrètes qui les intéressent, on l'a dit, restauration collective, foncier, santé, c'est des sujets qui les intéressent, donc voilà. Animation d'un groupe d'élus référents, donc Bertrand, en fait, donc, même s'il ne siège pas au comité syndical, du coup, il est élu référent sur le PAT. En fait, on s'est dit qu'on allait fonctionner comme ça, puisqu'on a des élus communaux qui sont motivés par ces sujets-là. On a constitué un groupe d'élus référents avec les élus communaux en leur donnant, du coup, et en validant au niveau du comité syndical leur sujet leur charge en tout cas. Donc chaque sujet du PAT a un élu référent qui est un élu communal. Et donc par contre, on a fait en sorte que maintenant, ils participent aux instances décisionnaires du pays, donc aux comités syndicaux, pour présenter les avancées du PAT. Donc le lien, là, depuis quelques mois, se fait un petit peu plus avec les élus décisionnaires. Et puis, bien sûr, notre participation au programme Tétra, mais aussi au réseau Interpat de l'Hérault, enfin, au réseau du Interpat animé par le département, où les échanges avec les territoires voisins. On travaille beaucoup avec Montpellier, le Pic Saint-Loup et le Pays de l'Eure agglomération sont des projets et donc qui associent les élus dans des comités de pilotage. Donc ça, c'est aussi assez mobilisant pour les élus qui participent du coup. Donc c'est nos élus référents qui participent à ces temps-là, mais du coup ça, en tout cas, ça les motive effectivement ensuite quand ils reviennent sur le territoire.
Et puis, le suivi et évaluation, ça a aussi été dit. Donc, on a été accompagné par Tetra sur la méthode des chemins d'impact. Et c'est vrai que ça nous permet aussi de montrer un peu la stratégie, où on va et quel impact on vise, mais aussi ensuite de mesurer les résultats concrets. Et ça, nos élus décisionnaires sont très en demande de quels résultats concrets produit le PAT. Donc ça, il ne faut pas négliger non plus du tout le suivi d'indicateurs concrets, les réalisations concrètes qu'on doit valoriser. Voilà, donc c'est aussi la création d'outils de communication, comme ça a été dit, à destination des élus pour leur dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous pouvez faire à l'échelle de votre commune. Et donc là, actuellement, on est en train Donc, c'est la slide suivante. D'accord. Enfin, je pense. Tu veux parler de la démarche d'engagement? Oui. Peut-être juste rapidement dire qu'en fait, en 2023-2024, il y a trois choses qui sont passées qui nous ont amené un peu à développer la stratégie actuelle pour mieux impliquer encore les élus. On a eu un état des lieux de la gouvernance qui a été réalisé par une stagiaire qui a montré justement un peu ce qu'on vous a présenté avant et que voilà, qui a montré que pas mal d'élus du coup étaient trop éloignés de ces thématiques et avaient besoin aussi de mieux savoir quels étaient les résultats concrets, etc. On a aussi engagé une démarche de concertation qui s'appelle Expo Phyto, justement une concertation par groupe de pairs entre élus, entre agriculteurs et entre autres acteurs de la société civile pour réduire l'exposition des personnes aux phytosanitaires. Et en fait, ce qui est ressorti notamment de cette démarche de concertation, c'est que il y avait aussi besoin d'avoir un cap, justement, qu'il n'y avait pas justement au pays un cap assez clair de la politique menée en termes d'agriculture et d'alimentation et de la remettre au centre de la remettre au centre des préoccupations dans un territoire qui est quand même majoritairement agricole et pourtant on parle peu d'agriculture. Et puis enfin, troisième chose. Et le bilan d'Expo Phyto, une des actions qui était demandée par les différents acteurs, c'était effectivement de mobiliser plus les élus. Donc on s'est retrouvé complètement sur une thématique autre que le PAT et avec cette revendication première, notamment des agriculteurs. Et la dernière chose, c'est l'expérimentation gouvernance partagée. On a eu l'opportunité d'accueillir une stagiaire de l'Université du Nou qui nous a en fait expérimenter des outils de gouvernance partagée en petits comités, donc des gens qui sont déjà impliqués dans le PAT. Mais en fait, ça nous a donné l'envie d'essayer de se former à la gouvernance partagée avec des élus décisionnaires. Donc, c'est quelque chose qu'on va faire aussi, qu'on va mettre en place. Donc, voilà pour la stratégie. Donc, peut-être passer à la slide suivante pour dire concrètement ce qu'on va mettre en place dans les prochains temps. Donc, l'allée verte, c'est-à-dire on a mis en place un stage auprès des viticulteurs, parce qu'en fait, du coup, on est sur un territoire très viticole. Les élus sont quand même très proches de la sphère viticole. Donc, il y a tout un travail qu'on est en train de faire pour mieux comprendre les problématiques des viticulteurs et mieux dialoguer avec eux et les impliquer plus dans le PAT. On a aussi organisé un théâtre forum. Donc, on va organiser un théâtre forum sur la question de l'eau avec les agriculteurs, mais les élus étaient méfiants de cet outil. En fait, ils ne le connaissaient pas. Donc, pour pouvoir le valider, qu'on organise cela avec les agriculteurs, ils ont demandé à le tester. Enfin, on leur a proposé de le tester. Donc, on a testé avec le comité syndical le théâtre forum. Et puis, on organise des banquets participatifs en cœur de village. Donc là, c'est plus pour aller vers les élus des communes, pour le coup, mais en organisant des banquets avec commerçants, agriculteurs et en travaillant sur la question de l'alimentation à l'échelle de chaque village. Ça permet vraiment aussi de mieux connaître les élus dans chaque village et de les intéresser aussi sur le PAT plus largement. Ensuite, si tu veux parler de l'engagement du pays, Bertrand. Oui, donc on est en train de mettre en place tout un dispositif. Donc ça a commencé par le bureau du pays Cordero. Ensuite, ça va être au comité syndical. Après, l'idée, c'est de faire ça dans chaque communauté de communes. L'idée, c'est de sensibiliser donc les mairies, les maires, les décisionnaires sur cette question du projet alimentaire territorial. Donc, via tout un diaporama qui fait tout un état des différentes crises et
et de savoir et de mettre en face quelles sont nos capacités de réactivité par rapport à ces crises. Ensuite, on est parti sur 3 types d'engagement, hein, qui est de signer la tribune Tétra dont Lauriane a parlé tout à l'heure, aussi de rejoindre la Convention de Nantes, hein, puisque c'est justement une convention qui a mis en évidence les mêmes choses que nous, hein, sur cette nécessité de se saisir de ces questions et en donnant un certain nombre d'axes prioritaires, qui a été signé par plein d'agglos, hein, très importantes et aussi d'autres des communes, et donc qui s'est retourné au niveau du ministère. Donc il y a une force nationale, hein, d'élus qui est autour de cette convention de Nantes. Et puis il y a la charte Bocal, qui est donc une charte au niveau de l'Hérault, hein, de mise en place d'outils sur le PAT. Et donc, toute la question pour nous, c'est dans cette démarche-là, c'est de faire signer le pays, mais les différentes communautés de communes et chaque commune, de les engager à signer ces 3 documents. C'est tout un travail de sensibilisation et puis quand même un acte symbolique qui est fort. Et puis un deuxième intérêt derrière ça, c'est justement d'essayer qu'il y ait dans chaque commune un élu référent projet alimentaire territorial, pour que il puisse y avoir un réseau là, de 77 élus référents qui travaillent ensemble, qui puissent transmettre à chacune de leurs communes ce travail-là, même si on sait que tous les gens ne participeront pas à toutes les séances de travail, mais ils seront tenus au courant de tout ce qui se fait, et ils seront donc des témoins pour chacune des communes. Et donc l'idée, c'est que à la fois ces élus référents, mais aussi ces groupes de pilotage avec qui on travaille, donc le CODEV et les autres acteurs, ces comités opérationnels, eh bien, qui puissent être reconnus et qu'il y ait une sorte d'écoute et qu'on ait un meilleur résultat que ce qui a été fait au niveau de la Convention citoyenne par le président Macron. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer à mobiliser les salariés, les bénévoles du comité de développement et les autres acteurs sur ces questions-là, s'il n'y a pas derrière des décisions politiques qui font avancer le schmilblick. Donc c'est un peu ça tout l'objectif de notre démarche. Voilà, et puis rapidement pour terminer, avant de laisser la parole aux autres, non, c'était juste voilà, de développer des actions transversales, donc en lien avec nos collègues en fait, qui travaillent sur la santé, le tourisme, l'économie, puisque l'alimentation est transversale, de passer par d'autres entrées aussi, ça permettra de toucher plus de monde et notamment leurs élus référents aussi, mais quand même sur l'alimentation, et donc voilà, d'asseoir un peu aussi le PAT comme un projet transversal. Et puis enfin, cette formation et cet accompagnement au design sur la gouvernance partagée, parce que c'est une culture quand même assez nouvelle de la gouvernance partagée qu'on essaye de proposer dans le cadre du PAT. Donc on va être accompagné par l'Université du Nou là-dessus. Voilà. Désolée pour le temps. Voilà, juste une dernière précision. La dernière précision, la démarche dont j'ai parlé il y a 2 minutes, c'est justement porté par un binôme qui est Julie, qui est une des collègues de Juliette, et moi. Donc, on est vraiment un binôme technicien et élu sur cette démarche. Merci. Un grand merci pour ces témoignages. On a en effet dépassé le temps, mais je pense que c'était important d'avoir justement une intervention du binôme. Voilà, donc si vous avez des questions sur les 2 interventions, enfin même les
les 3 interventions, les 3 temps. N'hésitez pas, c'est le moment. Vous pouvez les poser dans l'outil de conversation ou bien même lever la main pour prendre la parole. Est-ce que quelqu'un veut ouvrir la parole? Pour éviter un blanc, je voulais simplement remercier le territoire Nouvelle-Aquitaine parce qu'effectivement, leur guide, je suis allé le voir, il est vraiment bien. Voilà, et donc, j'ai bien l'intention de m'en inspirer. Très bien, ben, merci beaucoup. Peut-être une première question qui s'adresse plus à Pequena, donc à Alexia. Le guide, c'est pour mobiliser son élu. Et donc c'est une question de Florent, Florent Yalnardic. Donc, quelle est la part entre le projet politique, donc les élus sont élus sur un mandat et comment donc faire la part entre le projet politique et en même temps le besoin du technicien de mobiliser son élu. Je pense que je vais répondre un petit peu indirectement. Je pense que la réponse se trouve un petit peu dans la dernière partie du guide sur comment est-ce qu'on s'assure de la pérennité de la démarche et que le PAT en fait soit pas que dépendant d'un élu et du coup du mandat électoral. Et pour ce faire, il faut s'assurer que au-delà des élus et de la collectivité, le PAT engage avec des acteurs opérationnels en dehors de la structure, notamment avec des conventions, etc. On a aussi, dans le cadre du groupe de travail qu'on a animé, échangé avec une personne qui est chargée de mission dans un PAT qui est porté par un PTCE, donc un pôle territorial de coopération économique, et qui nous disait que ça a l'avantage en fait de s'affranchir de la contrainte du mandat politique. Donc c'est un peu détourné parce que j'imagine qu'on va pas pouvoir faire porter tous les PAT, faire des PTCE d'un coup en un claquement de doigts. Mais je pense que j'espère que ça répond à la question, que associer d'autres partenaires autour du PAT et montrer qu'en fait on peut pas on est redevable vis-à-vis des autres partenaires. Je pense que ça aide. J'espère que ça répond à la question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors peut-être en attendant, n'hésitez pas à vous prononcer sur le chat. Je note quand même un point important qui est le rôle de l'évaluation et notamment le rôle des indicateurs et pour montrer vraiment le concret. Et je ferai le lien avec la nouvelle reconnaissance qui demande de renseigner un certain nombre d'indicateurs. Et le fait que d'un côté, ben, les territoires les chargés de mission vont devoir montrer un peu l'impact pour convaincre leurs élus de s'impliquer dans les PAT. Et de l'autre côté, au niveau du ministère, il va falloir faire remonter les actions concrètes pour convaincre justement de la pertinence de travailler sur les projets alimentaires territoriaux, de mobiliser justement les politiques et des moyens financiers sur les projets alimentaires territoriaux. Et ce sera d'autant plus facile qu'on aura des éléments, des indicateurs de l'impact des PAT. D'où les besoins de cette qui sont remontés avec le nouveau dispositif de reconnaissance et l'appel à projet. Voilà. Toujours pas de questions, réponses? Ah. On a eu une sollicitation également et une recommandation d'un outil
Donc, territoire fertile, est-ce que tu veux prendre la parole, Lan? Déjà, est-ce que tu peux ouvrir ton micro ou... Bon. Donc, vous avez le lien dans la conversation vers Territoire Fertile, qui est un outil qui permet de projeter une vision du territoire, une évolution potentielle du territoire, et donc de mobiliser comme ça les élus sur un certain nombre d'indicateurs et de visualisation des effets de l'agriculture potentiellement. En attendant, on a eu une question pour le PAT Cœur d'Hérault. Donc, la question, c'est combien d'agents travaillent sur le PAT ou combien de TP? Donc on est 2 ETP actuellement et on était 2,4 jusqu'à il y a peu. On a perdu un peu. Et voilà, mais depuis 3 ans, on est environ 2,4 à 2 ETP, entre 2 et 2,4. Ce qui est pas mal par rapport à d'autres PAT sur l'Hérault. Certains n'en ont qu'un, mais en même temps, ça semble pas assez encore. Voilà. Donc il y en a une qui est vraiment plus sur l'axe foncier, qui a été le premier identifié comme prioritaire à avancer, forcément. Et puis voilà, elle est particulièrement sur l'axe foncier, mais maintenant elle est aussi sur l'axe 2, agroécologie et eau. Et puis moi, je suis plus sur les 2 autres axes et sur l'axe gouvernance. Très bien, merci. Ah, Valérie, est-ce que tu arriveras à mettre ton micro? Oui. Oui, Non, oui, on est de Valérie, alors non, c'est pas moi. alors pardon, oui, c'est moi, Valérie Genouville, je suis du réseau normand des PAT Normandie. Ce qu'on voit, c'est que dans les PAT où il y a eu tout un travail à l'échelle des intercommunalités, des services de l'intercommunalité, pour avoir un travail pour montrer à l'intérieur de chaque service quel pouvait être le lien avec l'alimentation. Donc quand il y a eu cette appropriation sur l'ensemble des services et pas simplement un service qui gère le PAT, on s'aperçoit qu'on peut avoir une mobilisation d'élus plus importante parce que les techniciens, lorsqu'ils sont sensibilisés du lien de leur propre mission avec l'articulation PAT, ils sont eux-mêmes relais auprès de leurs élus référents. Et donc, du coup, on a un portage plus transversal. Donc, voilà, ce travail-là d'échange, déjà de mobilisation des techniciens, des autres thématiques de travail au sein de l'intercommunalité, ça peut être aussi un facteur facilitateur. Merci pour ce témoignage. Je pense qu'il a été vécu, rencontré par les différents intervenants. Ouais, nous, effectivement, on travaillait. Pourtant, on n'est qu'un pays, donc on n'a que 22 agents. On ne travaillait pas tant que ça en transversalité parce qu'en fait, au démarrage, quand on démarre un PAT, c'est vrai qu'on a tendance à déjà travailler avec les partenaires, etc. Ça fait déjà pas mal d'acteurs. Et au final, c'est assez récemment qu'on se met à travailler beaucoup avec la santé, du coup, sur les actions d'éducation à l'alimentation, mais aussi sur Expo Phyto, finalement avec la pépinière d'entreprise et le pôle éco, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives à accompagner dans le champ de l'alimentation. Et puis, avec le pôle tourisme aussi, parce qu'il y a on a du tourisme sur le territoire et il y a aussi beaucoup de travail à faire aussi en direction des opérateurs du tourisme. Et petit à petit, effectivement, on se rend compte que c'est vraiment, enfin, voilà, c'est une politique transversale et il faut la travailler à tous les niveaux. Notamment sur la question de l'eau, on travaille aussi avec le service tourisme. Ça, c'est aussi intéressant. On a travaillé effectivement sur la question de l'eau avec le SAGE sur le projet des stratégies eau à 2050. Et donc, le SAGE a ouvert
le travail à, à plus que la commission locale de l'eau, qui était justement un ensemble pratiquement que d'élus, hein, etc. Et donc l'a ouvert à la société civile et c'était assez intéressant justement de se faire se rencontrer les besoins de la viticulture, du projet alimentaire territorial, mais aussi du tourisme, etc. Et de voir comment on essaie de travailler ensemble, de voir quelles pistes on peut élaborer ensemble, comment on peut travailler de manière intelligente. Voilà. Merci. Alors, juste pour signaler le message donc, sur la conversation de Florent, il y a l'article sur l'intérêt d'un événement justement pour mobiliser sur un temps fort les élus. Et donc, on a le Carrefour des pâtes cette année a été annulé. On espère qu'on pourra organiser en 2025 un nouveau Carrefour des pâtes, justement, qui sera l'occasion de mobiliser les élus. Ouais, si je peux dire quelque chose sur la mobilisation des élus sur des événements nationaux comme ça, nous, on a eu la chance de participer au programme TETRA et d'avoir du coup possibilité de mobiliser les élus sur d'autres territoires où il y a des choses qui sont, etc. C'est sûr que c'est très inspirant. Malheureusement, pour faire déplacer un élu à l'autre bout de la France, il faut quand même qu'il soit déjà sensible à la question et qu'il s'intéresse au sujet. Donc c'est vrai que on va aussi se saisir d'autres opportunités. Par exemple, là, il y a les assises de l'agroécologie et de l'alimentation durable qui ont lieu à Montpellier, qui font descendre aussi des élus près de chez nous. Et donc on espère là faire que des élus de Grande-Synthe, par exemple, viennent sur notre territoire. Voilà, ce sera l'occasion pour le coup de toucher les élus qui, eux, ne se déplacent pas forcément sur ce sujet-là. Donc c'est ça aussi qu'il faut essayer de voir, ou en tout cas peut-être avec des élus aussi de territoires voisins, où on reste dans une proximité qui permet aux élus décisionnaires aussi, ou qui ont beaucoup de charges de rencontrer d'autres élus inspirants sur le sujet. Très bien, et d'où également les complémentarités entre les actions du réseau national et des réseaux régionaux. Donc, Alexia a mentionné les travaux qui ont lieu à Pays et Quartier de Nouvelle-Aquitaine. Donc, pour la Nouvelle-Aquitaine, de rencontres entre élus. De nombreux réseaux régionaux font la même chose. Enfin, voilà, c'est un travail de proximité comme ça vient d'être dit. Oui, puis c'est intéressant de se nourrir de ce qui est fait ailleurs. Hein. Il faut donner envie, hein, et de savoir que il y a d'autres territoires qui ont expérimenté des choses qui ont marché. Ça nous permet d'avoir des arguments par rapport à nos élus et ça va permettre de donner des arguments à d'autres élus dans nous ce qu'on fait, quoi. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un souhaite rajouter quelque chose, poser une autre question? Juste pour ce webinaire sera retransmis donc sur l'actualité qui est sur France Pâtes et qui a annoncé le webinaire. Et voilà. Donc, on mettra également les différents liens. Donc, n'hésitez pas. Oui, mon dernier mot, hein, il est là. Hein. C'est vraiment important que ceux qui travaillent soient reconnus par les élus décisionnaires et qu'il y ait vraiment un échange. Pour moi, il est là le nœud du problème, c'est on arrive à avoir cette reconnaissance de ce travail qui est fait. Tout à l'heure, par exemple, la question était posée à Juliette, il y a combien de salariés qui travaillent? Eh bien, il y a 2 salariés, avant il y en avait 2,4, mais il y a, par exemple, rien qu'au niveau du CODEV, ils sont une dizaine de bénévoles à travailler. Souvent, c'est des retraités, des cadres, d'anciens cadres, d'anciens ingénieurs, et qui travaillent, qui arrivent avec des éléments. Donc ça, pour nous, en tout cas, c'est une sacrée force.
Et je pense que la question même des élus, pour moi, c'est pour ça que j'oriente vers des élus communaux qui ont moins qui ont moins apporté, qui auraient donc un peu plus de disponibilité. Mais il faut que le travail de ces élus soit reconnu. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on puisse se dire, bah voilà, il y a des gens qui bossent, on prend ce qu'ils font et on s'en inspire, même si l'élu décisionnaire, en dernier lieu, c'est lui qui décide, on est bien d'accord. Hein. Et qui est vraiment cette histoire de confiance. Pour moi, il y a un gros travail à faire là-dessus, sur la confiance de ces groupes de travail et de leur donner une légitimité. Merci beaucoup. C'est rien de mieux qu'un élu conclut un webinaire à destination de la mobilisation des élus. Du coup, je vais conclure et vous donner rendez-vous les 17 et 18 octobre pour les webinaires qui vont remplacer le Carrefour des Pâtes. Et donc, vous trouverez toutes les informations sur la page donc France Pâtes Carrefour des Pâtes. Et donc, à très bientôt. Merci beaucoup.